Je vais tout de suite donc vous présenter les intervenants qui ont eu la gentillesse d'accepter de venir ici pour nous parler de prospective sur les sujets de relations clients, avec 4 interventions. Donc je suis bien entourée par 4 personnes. La première à votre extrême, près de la porte, Dominique Stourne-Breton, qui est donc directrice marketing du groupe Banque Accor. Banque Accor, c'est 7 millions de clients de par le monde, parce que ce n'est pas stricto sensus français, et donc c'est du crédit, et donc ça va être l'occasion d'écouter Dominique sur le sujet du marketing par la valeur client, qui est un sujet bien évidemment essentiel et stratégique quand on est un organisme qui prête de l'argent. Ensuite, nous écouterons Serge Boulet sur le sujet de l'intelligence et du client et de la big data. Donc c'est un sujet qui fait le buzz partout en ce moment. Donc on va avoir la chance de mieux comprendre de quoi parlons-nous et quels sont les enjeux qui se rapportent à ce sujet chaud à la fois chez les éditeurs comme chez les annonceurs, les gestionnaires de bases de données et les agences. Donc Serge Boulet, directeur marketing et communication de SAS, que je ne présente pas. Éditeur, si je vais le dire, leader mondial du décisionnel et des solutions de business analytics. Je sais que je ne dois pas faire de la communication, mais voilà, je le dis quand même. Ensuite, nous écouterons Yann Klessen, qui est coprésident de Théo, agence, qui a... Alors, là, je fais les pages de publicité. Je vous recommande la lecture de ce manuel qui vient de sortir très récemment, en août de cette année, qui s'appelle « La marque face à la révolution client », de cet essai, pardon, de ce livre de chevet. Et puis nous avons également avec nous Sylvie Liossa, qui est donc professeure à l'IAE d'Aix-en-Provence, spécialiste de la satisfaction client, comme c'est un sujet qui a été réclamé tout à l'heure, on va pouvoir revenir là-dessus. Donc fidélisation, satisfaction client, marketing des services, c'est le cœur de votre sujet. Donc on va écouter successivement ces 3 interventions avec des rebonds et avec des interactions au fur et à mesure si vous le souhaitez. Et je vais me dépêcher de passer la parole à Dominique. Bonjour à toutes et à tous. Merci en tout cas à l'équipe. On m'entend pas bien ? Merci à l'équipe du CCM pour avoir organisé cette journée. C'est un moment très rare de pouvoir côtoyer des enseignants de renom et dans de belles universités. Je regrette toujours depuis X années ma période à l'université et si je pouvais y retourner, je serais ravie. Donc c'est une belle journée et j'espère qu'il y en aura d'autres. Deux petits mots sur mon métier, ou en tout cas ce que j'essaye de faire au quotidien. On est implanté dans 10 pays et on essaye d'accompagner des enseignes partenaires, puisque notre métier est surtout un métier de B2B2C, c'est sa particularité, dans leur développement France et international. Bon, des partenaires que vous connaissez, on est filiale d'Auchan à 100%, mais on travaille également avec Leroy Merlin, bon, Didier est là, mais aussi Noroto, mais aussi Boulanger, mais aussi beaucoup de e-commerçants, tels Pixmania, donc en dehors du groupe ou de l'association de la famille Mullier. On a 2 particularités dans la stratégie client. La première, c'est que nos clients, ce sont d'abord les clients de nos enseignes partenaires. Et ça, en matière de stratégie client, je n'ai jamais vu un seul ouvrage traiter du sujet, mais faites-moi confiance qu'au quotidien, c'est extrêmement difficile, puisque nous avons énormément d'obligations vis-à-vis de nos partenaires et vis-à-vis des clients de nos partenaires. C'est la première chose. Surtout quand on s'appelle Auchan ou Leroy Merlin ou Decathlon, avec des marques puissantes, et nous, au contraire, une petite marque et une petite entreprise face à des activités très puissantes. Cette particularité de B2B2C, elle nous oblige à être un peu inventifs, originaux, créateurs de nouveaux services, ou en tout cas d'essayer de trouver quelque chose qui va faire qu'on va créer un peu de confiance ou mettre en place une relation client particulière. Le client vient d'abord dans ses enseignes partenaires pour acheter un bien quel qu'il soit et il n'est pas là pour rentrer en relation avec nous. Donc en matière de stratégie client, c'est quelque chose d'essentiel. Et la deuxième particularité, par rapport à toutes les entreprises commerciales, c'est que nous sélectionnons nos clients. Nous ne disons pas oui à tout le monde et d'ailleurs nous ne pouvons pas le faire. Nous sommes obligés de pouvoir évaluer la notion de risque qu'un inconnu qui arrive dans un magasin ou sur un site internet et d'estimer cette valeur ou ce potentiel de valeur
Et donc c'est à partir de tout un certain nombre de techniques, de modélisation, d'utilisation de données qui nous permettent de dire oui ou non à un inconnu qui rentre dans un magasin ou un inconnu qui, sur un site internet, rentre des informations, nous communique, à tort ou à raison, vrai ou faux, on en a parlé tout à l'heure, parce qu'on a de plus en plus effectivement des consommateurs qui nous donnent des fausses informations, qui nécessitent un ensemble de dispositifs, d'outillage, Monsieur Boulet en parlera sûrement tout à l'heure, mais aussi d'intelligence pour nous permettre de dire oui, avec ce client-là, je peux rentrer en relation, ou non, avec cette personne-là, je ne peux pas rentrer en relation. Et donc notre métier est entièrement fondé sur l'analyse de données et le calcul du potentiel de la valeur d'un client. Alors il n'y a pas que cette notion de risque, hein, il y a aussi une notion de valeur en chiffre d'affaires et de création de valeur économique. Tout à l'heure, Madame Ougin de La Poste disait qu'elle n'utilisait pas les datas. Je lui conseille de le faire puisque je pense qu'elle l'apprendrait très vite et beaucoup de choses à partir de l'utilisation des données. Nous, au quotidien, on utilise, alors dans la grande distribution, hein, on a pu observer de vraies différences entre les gens qui achètent du pamplemousse ou ceux qui achètent des betteraves, ceux qui achètent la nourriture pour animaux ou ceux qui viennent faire leurs courses le samedi matin versus ceux qui viennent le lundi après-midi. Il ne s'agit pas là de données personnelles, certes, mais vous voyez bien que l'utilisation de ces données pour modéliser la valeur potentielle des clients n'influe quand même pas, en tout cas nous on ne le constate pas, et ne met pas en désaccord ou ne nous met pas en situation de fragilité vis-à-vis de nos clients. On utilise des données qui sont des données de consommation, mais aussi des données comportementales. Et ça affine au fur et à mesure de notre apprentissage les actions qui vont être menées auprès de ces clients. Et tout au long de la relation, nous allons pouvoir mesurer, chiffrer les investissements marketing et commerciaux que l'on peut mettre ou que l'on ne peut pas mettre sur un client versus un autre client. Que ce soit par rapport à des propositions de produits, services financiers, assurances ou épargne, mais aussi par rapport à des événements, malheureusement, qui peuvent arriver à nos clients, qui sont des situations de difficulté, hein, qui sont par exemple des impayés, ou alors des situations beaucoup plus graves, qui peuvent être des pertes d'emploi, des divorces, des maladies, etc., où là, on est obligé, une fois de plus, de regarder ce que l'on peut faire pour accompagner cette personne-là, mais aussi, bien entendu, puisque nous sommes dans une entreprise, de mesurer ce que l'on va pouvoir faire ou pas pouvoir faire. Donc cette sélection à l'entrée, et après tout au long de la vie de la client, c'est la valeur potentielle ou future qui guide nos actions commerciales et marketing. Alors en termes de prospective, mais j'ai envie de dire que c'est l'utilisation du data, c'est un apprentissage perpétuel. Pour tous ceux qui n'ont pas commencé encore à utiliser les données, commencez très vite, puisqu'il faut beaucoup de temps pour apprendre, qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles d'ailleurs qui forment dans ce domaine-là. On est tous submergés de propositions de superbes outils qui coûtent des millions d'euros. Le problème n'est pas de les acquérir, enfin pas toujours. Le problème est de savoir s'en servir. Le problème est de savoir où aller chercher l'info et quelle info va être exploitable et utilisable pour avoir un retour sur investissement. Il est là le souci. Et dans peu de domaines encore, le data est réellement utilisé. Alors là, je pense qu'il y a un périmètre qui est en train d'exploser et qui va exploser dans les années futures, qui est non négligeable. Donc mettez-vous-y très très rapidement, puisqu'il faut une courbe d'apprentissage qui est relativement longue. Sur l'utilisation de ces données, alors nous on a la chance d'être banque et en partenariat avec des enseignes de la distribution, ce qui nous donne une richesse d'informations extraordinaire. Mais l'arrivée du big data, et je crois que vous allez en parler, va faire que les données vont être de plus en plus larges, accessibles de plus en plus facilement, et sans doute à un coût de moins en moins cher. Nous, entreprises qui travaillons sur les données depuis des années, ça a été des investissements énormes, et c'est toujours des investissements importants. Et puis là, on n'est jamais au goût du jour avec les outils, il faut toujours acquérir de nouveaux dispositifs. Donc je crois que le big data, ou en tout cas l'accessibilité des données, va bouleverser beaucoup de secteurs d'activité. L'autre élément, moi, qui me semble très intéressant et qui va aussi modifier sûrement un peu mon métier, c'est l'intégration des comportements des clients sur les réseaux sociaux. On en parle beaucoup,
Mais faites-moi confiance que c'est très difficile encore à traiter, à manipuler, parce que c'est difficile à intégrer dans des systèmes d'information, c'est difficile à intégrer d'un point de vue intellectuel pour savoir si les variables ou ce que l'on constate est primordial par rapport aux outils ou aux variables qu'on utilise déjà. En tout cas, la prépondérance du comportemental ou de l'attitudinal est encore en questionnement. Et puis, il y a des phénomènes, effectivement, pas de mensonges, mais les gens jouent, les gens s'amusent. Donc, quand on est dans du réel et de l'économique, il faut arriver à éliminer ce qui est du jeu ou même de la fraude, parce que dans mon métier, il y en a de la fraude. En tout cas, je crois que les réseaux sociaux nous aideront plutôt à intégrer les clients ou les internautes comme étant des ambassadeurs de nos marques ou des ambassadeurs sachant colporter ou en tout cas dire tout le bien qu'ils pensent de nous ou même tout le mal qu'ils pensent. Et c'est souvent plus productif quand ils disent du mal de nous. On l'a vérifié à plusieurs reprises. Voilà, donc je pense qu'en termes de perspective, un périmètre incroyable est en train de s'ouvrir. Je pense vraiment qu'on peut faire notre métier d'utilisation des données de manière très correcte et en toute confiance avec nos clients et nos consommateurs. Il suffit de l'expliquer, il suffit d'être transparent, il suffit d'être pédagogue et de ne pas toucher non plus à ce qui est vraiment de l'intimité ou du très personnel. Et là-dessus, je pense que c'est les valeurs de l'entreprise qui nous guident et qui nous met des limites à ça. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Est-ce qu'il y a déjà des réactions ? Moi, je voulais juste dire que quand on parle de valeur client, il y a bien sûr la valeur monétaire du client, et vous l'avez abondamment et très bien développée, mais il y a aussi la valeur qui est délivrée au client. Hein. C'est un terme très important autour de ce thème de la valeur, et puis il y a aussi la valeur qu'apporte le client. Donc là, on a beaucoup parlé de la valeur monétaire du client, à court terme, à long terme, vous l'avez bien souligné. Et même au-delà de ça, tout le bouche à oreille et tout ce qu'il peut apporter ensuite. Hein, il n'y a pas que ce qu'il rapporte en termes d'argent. Mais je crois qu'on peut aussi parler un tout petit peu de la valeur qu'on donne au client. Et c'est vrai qu'au-delà du rapport qualité-prix qui est toujours cité, de plus en plus, on va vers des idées de praticité, commodité, fluidité, faire gagner du temps aux clients. Et je pense que là, il y a vraiment des choses encore à développer dans le futur. Regardez en grande distribution le succès des drives fulgurant. Pourquoi ? Parce que c'est pratique. Et pourquoi aussi ? C'est parce que dans les magasins où là on va rogner sur certains postes et où on va faire la queue de plus en plus, eh bien on trouve une valeur client qui est complètement dégradée. Et je vous parie qu'il va arriver dans la grande distribution ce qui est arrivé dans les banques, c'est-à-dire que bientôt ils seront obligés d'offrir des petits déjeuners pour qu'on vienne dans les magasins, quoi, hein. Voilà, donc il y a vraiment cette idée de réfléchir sur la valeur qu'on donne aux clients. Et puis le dernier point, c'est que le client lui-même apporte de la valeur, évidemment. Et tout ce qui est participation du client forte, tout ce qui est bêta-testeur, enfin il y a plein de points où ce sont les clients eux-mêmes qui apportent énormément de valeur. Voilà. On va peut-être tout de suite rebondir avec Serge Boulet sur les sujets de big data et d'intelligence client, puisque on a commencé à l'aborder là. Je suis d'accord avec vous deux, parce que je rajouterais, moi, par rapport à la valeur délivrée, il ne faut pas oublier un concept qui est la valeur perçue. Parce qu'on peut imaginer délivrer une valeur, essayer de faire le mieux possible, tout ce qu'on peut faire, mais il faut aussi se poser la question de ce que vont percevoir les clients au bout de la chaîne. Et là, pour rejoindre sur ce que vous disiez, les médias sociaux ont énormément de choses à nous amener. Pourquoi ? Parce qu'ils vont nous permettre, en temps réel, d'avoir finalement la mesure de comment ça se passe. Et il y en a déjà qui le font très très bien. Vous m'avez fait une intro parfaite, parce que la data, elle existe depuis longtemps, on la traite depuis longtemps. On parle depuis à peu près 1 an et demi d'un nouveau concept, qui est le concept de Big Data. Amusez-vous à faire des recherches sur Big Data, vous allez trouver des milliers et des milliers de publications. Juste pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas tout à fait familiers avec le concept, Big Data, ça correspond effectivement à l'explosion des données. Et si on regarde depuis quelques années, on va dire la capacité de l'esprit humain à traiter de la donnée et la croissance de la donnée et de l'information disponible sur le marché, l'écart, il est en train de se creuser, il s'est toujours creusé
Mais la différence de ce que l'on vit actuellement, c'est qu'il se creuse à une vitesse qui n'avait jamais été égalée auparavant. Le big data, au départ, il a été annoncé comme ayant 3 caractéristiques. C'est-à-dire, on appelait ça les 3 V. On en a rajouté un 4e derrière. On a fait partie, nous, des gens qui ont voulu rajouter ce 4e-là, parce que les 3 premiers, à notre avis, étaient un constat, et la vraie question était dans le 4e. Le premier des V, c'est la variété. Alors, on a traité pendant des années des données chiffrées. Les marketeurs et dans le monde de la banque et du crédit en sont devenus de très grands professionnels. Seulement, les données ont changé. Il y a toujours ces données traditionnelles, mais il y a de plus en plus de données qui ne sont pas structurées et qui pourtant, elles, renferment des gisements de valeur. Pourquoi ? Parce qu'en plus, très souvent, elles proviennent des consommateurs. Donc la variété, c'est quelque chose qui est une réalité aujourd'hui, hein. Il y a les médias sociaux, mais il y a aussi le comportement qu'on a quand on navigue sur des sites internet. Il y a plein de choses. La deuxième chose, c'est le volume, parce que les volumes de données aujourd'hui sont phénoménaux. Une navigation dans une session internet peut apprendre plus de choses qu'une relation traditionnelle pendant des mois d'activité. Donc ça, c'est la deuxième dimension. Les volumes deviennent phénoménaux. Et la 4e dimension, c'est une dimension liée au temps. C'est ce que les Américains appellent la vélocité. C'est la vitesse à laquelle ces données arrivent. Et auparavant, dans le monde bancaire, mais dans beaucoup d'autres, on recueillait beaucoup de données au moment de transactions. Aujourd'hui, la donnée, elle arrive. Et en fait, le flot est permanent. Alors ça amène un premier enjeu qui est un enjeu de capacité à traiter, de capacité à stocker. Heureusement, comme le disait Madame, les environnements technologiques, leur prix a considérablement baissé. Ce que l'on est capable de faire aujourd'hui, mais quand je dis aujourd'hui, c'est depuis 1 an, était quasiment inimaginable il y a seulement 2 à 3 ans en termes de capacité de traitement. Il y a des nouveautés technologiques qui font qu'on peut faire énormément de choses. Alors ça, c'est les 3 V de la définition du big data. Et on est quelques-uns dans le monde et dans l'écosystème des gens qui travaillent dans l'informatique à avoir dit, mais ça, en soi, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que faire que le constat que les données sont de plus en plus variées, qu'elles arrivent de plus en plus vite et dans des volumes qui croissent de façon exponentielle, les Américains ont l'habitude de dire « so what ». Donc nous, on a l'habitude de dire c'est pour quelle valeur. Mais avant même de parler de valeur, c'est que pour moi, les big data n'ont d'intérêt que dans leur usage. Et la vraie question à se poser, elle n'est pas de se dire comment je vais les stocker et après comment je vais les analyser, mais c'est au milieu de se poser la question qui est quel usage je peux en tirer. Voilà. Alors dans le monde du marketing, les usages, ils sont encore balbutiants, mais ils vont, et je vous rejoins tout à l'heure sur ce que vous disiez, le champ des possibles est absolument extraordinaire. Nous, on a fait des premiers tests avec des clients qui montrent qu'on peut faire des choses tout à fait nouvelles de façon tout à fait intelligente. Là où nous, on a une autre croyance en termes de prospective, parce que ce qui est marrant, enfin, je trouve, moi, dans le marketing et dans la relation client, c'est que on a parlé longtemps d'une relation client tout à fait traditionnelle, on avait des datas tout à fait conventionnelles. Après, le web est arrivé. Aujourd'hui, les médias sociaux sont arrivés et on parle beaucoup de marketing digital. D'accord ? Alors, moi, le marketing digital, je veux bien, c'est très très bien, mais à terme, le marketing digital, ça sera un élément parmi d'autres d'un ensemble plus vaste qui s'appelle le marketing. Et pour moi, les enjeux des entreprises, ça sera vraiment de réconcilier ce qui se passe offline et ce qui se passe online. Parce que c'est la conjugaison de la valeur ajoutée des 2 modes de relation avec les clients qui va vraiment dégager, à mon sens, dans l'avenir, une vraie valeur. Alors, l'usage dans le marketing, il y en a déjà. Hein. Il y en a déjà énormément. Nous, on le voit en termes chez nos clients apparaître aux États-Unis dans le monde du retail.
C'est-à-dire que les médias sociaux aujourd'hui sont utilisés comme une information supplémentaire pour voir quel est le comportement d'achat des clients par rapport à des produits donnés dans un contexte de relation client tout à fait traditionnel et multicanal. Ça suppose de commencer à maîtriser, et c'est pas évident, le traitement des données non structurées. Les technos, elles existent. Maintenant, leur utilisation intelligente n'est pas encore complètement évidente parce que, et c'est pas du tout les compétences de ce qu'on appelle les text miners par rapport aux data miners, c'est-à-dire qu'on rentre dans un domaine un petit peu inconnu. On traite de la donnée chiffrée, structurée depuis des années, la donnée non structurée, on la découvre. Et la difficulté dans la donnée non structurée, je reviens à ce que vous disiez sur les fausses déclarations, etc., c'est la capacité, parce que là on est vraiment dans un monde de big data, à faire la différence entre un vrai signal et un bruit. D'accord ? Et donc la première chose qu'il faut savoir faire, c'est de se dire, dans tout ce que je reçois là, quel est potentiellement le signal et qu'est-ce que je peux laisser tomber qui est le bruit. Et un des enjeux pour moi des big data, et un de leurs usages d'ailleurs, et le premier enjeu pour moi sera de dire, j'ai peut-être en termes de données par rapport à ce que j'avais avant, un rapport de 1000, de 10 000, de 100 000 en termes d'informations disponibles. Le premier vrai enjeu qu'il va falloir adresser, et à mon avis aujourd'hui, pas demain, c'est là-dedans, comment je m'équipe pour aller tirer ce qui est vraiment de l'information de ce qui n'est pas de l'information. On a mis, moi je me suis amusé parce qu'on a mis sur le marché des outils de traitement des médias sociaux, d'analyse de sentiments, et avec en particulier la capacité à analyser le sentiment de Twitter en temps réel. Et c'est très 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 marrant entre guillemets, c'est-à-dire que vous voyez en temps réel apparaître des tweets, vous les lisez, vous vous dites « oh le pauvre ». Et en fait, vous vous rendez compte, parce que les outils apprennent au fur et à mesure, que le sentiment qui se dégage n'est pas le sentiment que vous, être humain, vous lisez. Pourquoi ? Parce qu'il y a les mots, il y a leur relation entre eux, il y a leur contexte. Et là, on rentre pour les marketeurs, pour moi, dans un domaine des possibles qui va ouvrir plein de choses nouvelles. Il y a des gens qui sont des pionniers là-dedans. Il y a une chaîne hôtelière qui le fait très très bien depuis des années, qui s'appelle Marriott. C'est-à-dire qu'ils ont tout compris aux médias sociaux. Ils suivent en ligne ce que font leurs clients, ils le lient à leur CRM traditionnel. Maintenant, il va falloir, pour moi, l'enjeu, il est de démarrer très vite, parce que, alors c'est vrai que parfois les outils coûtent cher. Toujours. Mais moi, j'ai l'habitude aussi de dire qu'il faut voir la valeur qu'ils génèrent, le potentiel de valeur qu'ils génèrent. Mais ça, c'est des discussions qu'on a par ailleurs. Mais il y a une vraie valeur dans tous ces volumes de données. Les outils et la techno est là. Et c'est là la grosse différence, c'est-à-dire qu'on peut charger aujourd'hui en mode exploratoire des milliards de lignes, mais je dis bien des milliards de lignes, avec plein de champs identifiants sur les clients, et travailler et faire des calculs de corrélation et partir en mode exploration en ayant des temps de réponse d'1 seconde. Et à des coûts qui ne sont plus les coûts d'avant. Parce qu'avant, vous pouviez le faire, mais déjà vous équiper de la machine et de la base de données, ça vous coûtait au bas mot 2 millions d'euros. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ces échelles-là. Et même si nous sommes un éditeur de logiciels qui ne vient pas du monde libre, le monde du libre a beaucoup aidé à ce niveau-là. Et les développements en particulier sur Hadoop nous ont beaucoup aidé parce qu'on s'appuie aujourd'hui sur Hadoop pour faire ça. Maintenant, moi, si j'avais un conseil à donner aux entreprises qui sont là, ou même au monde universitaire, parce qu'il y a beaucoup de recherches à faire à ce niveau-là, c'est que l'enjeu, il n'est pas demain, il est aujourd'hui. Et que ceux qui ont commencé, c'est comme dans le CRM avant, ceux qui commenceront les premiers prendront une avance que d'autres auront peut-être un peu de mal à rattraper. Ok, ouais, c'est parfait dans les timings. Réaction ? Il faut parler près du micro. Rapide réaction. Moi, je suis toujours, enfin, j'allais dire si, je suis toujours, quand je vais en entreprise,
j'ai vraiment l'impression qu'effectivement, elles ont de plus en plus de données, de bonnes données, elles ont de quoi travailler. Il y a toujours ce problème de les traiter et de sélectionner les bonnes, là je vous rejoins complètement. Et même quand elles arrivent à faire ça, je crois qu'il y a un vrai gros problème de diffusion. Une fois que le service marketing, par exemple, a compris, pour que ça passe et que ça passe dans l'entreprise, ça bloque encore à ce moment-là. Et je pense que les cabinets de consulte facturaient 2-3 jours de diffusion. Il faut que ça passe, il faut que ça ait de la portée, il faut rajouter des choses, parce que sinon l'étude, elle est pas assez valorisée. Je trouve que c'est dommage, quoi. C'est du temps important, c'est pas du temps gaspillé que de passer du temps à savoir ce qu'on tire de cette étude ou de cette analyse et comment faire en sorte qu'elle imprègne l'entreprise, quoi. Voilà, ça c'était la première réflexion. Et la deuxième, un tout petit peu provocatrice, c'est que de dire que quand même parfois sur certains sujets, 20 entretiens quali permettent quand même d'avoir des connaissances très 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 approfondies qu'aucune big data ne pourra avoir. Et je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Voilà. C'est pas contre, c'est vraiment complémentaire et voilà. C'est comme le marketing digital versus le marketing traditionnel. En fait, on est en train d'aller par compléments successifs, c'est tout. Et il ne faut pas rejeter l'un au profit de l'autre, il faut simplement tirer le bon des deux. Ouais. Un petit mot quand même sur la diffusion. Je pense que l'une des grandes difficultés que j'éprouve moi très très souvent, c'est que culturellement je suis habituée depuis longtemps à travailler les données et que je travaille avec des gens qui n'ont pas cette culture-là. Et beaucoup de gens de professionnels et de très très bon niveau ont une vraie compétence qui s'est acquise sur le terrain avec un vrai historique, enfin des gens de très très bon niveau. Et quand vous arrivez en leur disant, attends, moi je sais que ça, le message est un peu difficile à passer. Le commerce encore, sauf, allez, le e-commerce a pris un autre chemin. Mais le commerce traditionnel fonctionne quand même beaucoup encore sur de l'intuitif. Voilà. Ouais. C'est du, on a ça dans le sang, on a ça dans le. Donc quand vous arrivez à des choses très factuelles, hyper qualifiées, dont vous avez enlevé tout l'aspect un peu, on dirait, je trouve pas mon mot, mais affectif, ouais, presque affectif. Le message est plus difficile. Ouais. Je pense que les e-commerçants, et on a parlé d'Amazon tout à l'heure, mais je dis toujours à mes chers partenaires distributeurs, Amazon, c'est pas des commerçants, c'est des statisticiens qu'il y a derrière. Donc ils ont, grâce à la modélisation des données et à l'utilisation de tout ce qu'ils voient et de tout ce qu'ils prévoient, ils ont réussi à démontrer qu'ils étaient capables de vendre sans avoir passé des années en tant que chef de rayon dans un magasin, quoi. Et je pense que ça va remettre en cause. Alors quand je leur dis ça, ils sont un peu... Didier, pas content. Mais je pense que là, il y a un choc culturel entre les paysages qui sont en train de s'ouvrir à nous et puis la réalité des choses. Enfin, le commerce, il y a quand même de très beaux commerçants en France. Faites-moi confiance, qu'ils connaissent leur métier et ils ont plutôt encore des leçons à donner à bien du monde. Voilà, c'est une vraie difficulté de diffusion. Et si vous me permettez, moi je vais passer le message d'un praticien au monde universitaire. Il y a une chose que il y a le nouveau mot aux États-Unis, on va les appeler comme ça maintenant, c'est les data scientists, ne savent pas bien faire, c'est expliquer ce qu'ils ont fait et communiquer dessus. Et là, moi je dirais que vous, le monde universitaire, vous avez un gigantesque rôle à jouer parce que on peut être, comme vous le disiez, un méga pro du traitement de l'info, trouver des trucs super intelligents, super pertinents et qui vont faire gagner beaucoup d'argent à son entreprise. Si on ne sait pas l'expliquer à un réseau, si on ne sait pas l'expliquer à un commerçant, ça ne passera pas. Voilà. Et là, il y a de gigantesques progrès à faire. Et sur ce sujet, les anglo-saxons sont bien meilleurs que nous. Oui, monsieur. Simplement rebondir. En fait, je pense que l'enjeu, c'est pas seulement un enjeu de diffusion, c'est peut-être pas seulement 2 jours de consultants qu'il faut derrière. C'est un enjeu réellement organisationnel. Et on a un exemple magnifique, si je peux me permettre, avec le roi Merlin. Je dirais qu'il y a une responsable voix du client qui est une personne reconnue dans le métier, que beaucoup connaissent, et qui a réussi, je dirais, à travers tout ça, à mettre en place une structure organisationnelle de remontée de cette voix, qui n'est pas technologique, mais qui est organisationnelle, qui permet ensuite de mettre l'humain au cœur, non pas dans la montée, mais dans la mise en œuvre. Et je pense que c'est important.
nous permettra de conserver la mémoire de votre... Oui, en fait, pour faire le pont, on ne s'est pas vu avant pour en discuter, mais c'est vrai que des entreprises comme les nôtres, des grands commerçants, ont historiquement une culture vraiment de terrain, d'intuition, action-réaction, et donc très peu d'intégration de connaissances ou d'analyses complexes pour conduire des actions très concrètes sur le terrain, à part sur la partie digitale. Mais en effet, le problème, c'est qu'on risque d'avoir une segmentation beaucoup trop forte et une distorsion finalement entre la promesse qu'on va avoir en digital et celle qu'on va avoir concrètement dans les points de vente. Et donc je pense qu'une des pistes en tout cas d'alliance de ces deux façons de penser qui sont très complémentaires, c'est la donnée non structurée. Nous on se rend compte en particulier, grâce en effet au travail que conduit depuis 10 ans dans mes équipes Maria Flamand, qu'on a une matière excessivement riche, et d'ailleurs Laurent le sait bien de KPM, sur les data voix du client, qui sont que des verbatims. Et récemment on a étendu cette analyse à l'analyse du discours de la marque sur l'ensemble des réseaux sociaux, sur la totalité des réseaux sociaux mondiaux. Et en fait on a ressorti qu'en France, le premier site, le premier forum sur lequel on parle de la marque Leroy Merlin, je pense que personne ne va y penser. À votre avis, alors c'est Doctissimo. Parce que, et en fait, pas du tout pour parler des problèmes de santé dans la maison liés à la peinture. Hein. Bien sûr, on parle un petit peu de ça, mais ce sont des femmes qui demandent à leurs copines, mais au fait, comment t'as posé ton parquet dimanche dernier, etc. Donc, et puis le deuxième, c'est le site des aquariophiles, parce qu'en fait, on se rend compte que les aquariophiles, ce qu'on n'aurait jamais imaginé, achètent quasiment tous leurs produits chez nous pour construire leurs aquariums. Enfin bon, et donc là, bizarrement, ça parle énormément aux acteurs concrets terrain parce qu'on leur raconte des histoires. Et donc je pense qu'il y a vraiment une alliance à faire entre la donnée structurée et non structurée, et en effet par le quantitatif, par la prévision, par la modélisation, moi-même j'ai beaucoup œuvré dans mon entreprise sur ce sujet-là depuis très longtemps. On sent que c'est très complexe, et c'est même très complexe de valoriser des métiers scientifiques, des métiers de chercheurs. On en a quelques-uns, mais c'est très difficile de les multiplier. On n'est pas chez les anglophones, voilà, on n'est pas chez Danone qui a 150 personnes, data miner, mais donc il y a une prise de conscience. Maintenant, le levier, j'ai l'impression qu'il sera dans cette alliance du Kali et du Quanti, et dans cette capacité à traiter le Kali de façon volumétrique également, et de façon scientifique, mais par l'exemple, porter le sens. Et pour rebondir et pour introduire l'intervention d'Yann, effectivement, ce sujet, on peut aussi le faire son pendant sur la capacité à concerner, à intégrer aussi les démarches de communication, c'est-à-dire les gens de communication, d'agences et autres, au-delà des gens de terrain. Donc on va écouter Yann sur ce sujet qui va intervenir sur... Ça prolonge complètement ce que disait Didier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on assiste quand même à une véritable révolution en termes marketing. C'est-à-dire depuis quasiment un siècle, la valeur d'une marque, l'image d'une marque, elle est fonction de messages publicitaires qui sont créés par des agences et qui sont ensuite diffusés sur des médias de masse. Là, on voit très bien aujourd'hui, par exemple sur Doctissimo, quand on parle de Leroy Merlin, que de plus en plus, l'image de marque, elle est pas forcément... c'est pas forcément un message qui a été créé par une agence de pub et qui est diffusé sur les médias de masse, c'est plutôt de plus en plus des signes, des messages, des scores qu'on va noter, c'est des avis de consommateurs, etc. etc. Bref, on voit très bien qu'il y a un véritable renversement, une véritable révolution copernicienne, et la marque dépend de plus en plus, non pas des messages publicitaires qui sont diffusés sur les médias de masse, mais de plus en plus de la relation qu'ont les clients avec l'entreprise, avec la marque. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau, et tous les outils, tous les dispositifs dont on parle depuis tout à l'heure vont... c'est quoi ces outils ? C'est juste l'idée de pouvoir mesurer, de pouvoir répertorier, de pouvoir monitorer et piloter en définitive de plus en plus cette relation client qui va devenir constitutive de l'image de la marque. Et ça, effectivement, c'est une vraie nouveauté. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que du coup, on voit bien, on a parlé un petit peu de CRM depuis le début de cet après-midi, on voit très bien que le CRM, il est en train de s'étendre. Il y a une extension du domaine du CRM.
C'est-à-dire que le CRM, auparavant, il était uniquement porté sur le marketing direct postal, ensuite le marketing téléphonique, ensuite l'email, ensuite le net, de plus en plus le magasin qui se connecte, demain sur la télé connectée. Il y a une extension du domaine du CRM et on va d'ailleurs de moins en moins parler de CRM et de plus en plus de CEM, de Client ou de Customer Experience Management. Et l'idée, ce sera vraiment de plus en plus pour les entreprises de gérer cette expérience client, parce que c'est cette expérience client-là que les clients vont partager sur les réseaux sociaux, vont partager auprès de leurs amis, de leurs proches, etc. Et c'est cette expérience client-là qui va être le fondement de l'image de la marque demain. Encore une fois, par opposition au modèle publicitaire sur lequel on est basé depuis une 60aine d'années. Donc cette expérience client et le management et le pilotage de cette expérience client va devenir fondamental dans les années qui viennent. Et vous avez d'ailleurs aujourd'hui déjà des entreprises qui nomment, Peugeot récemment a créé une direction de l'expérience client. Et c'est une direction qui ne dépend pas du marketing, c'est une direction qui dépend directement de la direction générale. Je sais aussi chez Leroy Merlin, cette expérience client, elle est fondamentale et tout Leroy Merlin travaille sur des visions, implique l'ensemble de ses collaborateurs sur comment on peut mieux satisfaire le client, oblige entre guillemets ses cadres à aller visiter des clients, etc., etc. C'est toute l'entreprise qui est orientée vers le client. Ce que l'on voit chez Leroy Merlin, ce que l'on voit là chez Peugeot qui est en train d'émerger, eh bien c'est un modèle qui va devenir réellement émergent et qui va devenir dominant dans les années qui viennent. Donc ça c'est par rapport à ce phénomène d'expérience client. Dernière chose, toujours pour parler de prospective, jusqu'où tout ça peut aller, cette révolution client face à la marque, face aux entreprises, etc. Je ne sais pas si vous avez lu depuis quelques mois, il y a un bouquin qui fait, depuis quelques mois, depuis cet été, il y a un bouquin qui fait un carton aux États-Unis, c'est The Intention Economy. C'est un livre qui a été écrit par Doug Searle. Donc Doug Searle, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un des 4-5 grands gourous du marketing digital aux États-Unis. C'est lui qui a écrit The Clue Trend Manifesto, qui avait été écrit en 99 et qui prédisait déjà l'avènement de Facebook en disant voilà, les conversations sont des marchés ou les marchés sont des conversations. Eh bien, cet auteur qui travaille à Harvard, vient d'écrire un nouveau bouquin et c'est lui qui a inventé le concept de VRM. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Le VRM, c'est l'inverse du CRM. Le CRM, c'est une marque, une entreprise qui va gérer sa relation avec ses clients. Le VRM, c'est l'inverse. Ce sont les clients, les consommateurs, les citoyens qui vont avoir des outils digitaux à leur disposition pour gérer leurs données, c'est-à-dire que leurs données, ils vont se les réapproprier et ils vont exploiter ces données pour gérer eux-mêmes la relation qu'ils ont avec leur marque privilégiée. Donc il y a une inversion complète de la relation commerciale. Alors c'est un projet qui peut paraître un petit peu utopique, c'est vrai que là on parle de prospective à 10 voire 15 ans. Il y a déjà des sites de VRM qui ont été lancés, Privony par exemple. Mais le VRM, ça commence à avoir des vraies implications entre guillemets sociétales, puisque Cameron, le Premier ministre anglais, a lancé un appel d'offres cet été qui passait un petit peu inaperçu pour faire un gros travail sur le VRM. Et l'idée, c'est d'obliger les grosses entreprises anglaises à donner leurs données, les données qu'elles possèdent sur leurs clients, aux consommateurs pour que les consommateurs puissent se les approprier et puissent du coup mettre en place derrière des actions liées au VRM. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, si vous voulez faire un voyage à Bali dans 6 mois, vous faites le tour de tous les tours opérateurs sur Internet, etc. Demain, avec un outil de VRM à votre disposition, vous allez mettre votre profil, vous allez ouvrir votre profil à certains tours opérateurs, certains sites, vous allez leur dire, vous allez faire un brief et vous allez lancer un appel d'offres. Le VRM, c'est ça. Si je prends le domaine des télécoms et le cadre de MyData, c'est le projet de Cameron en Grande-Bretagne. Dans MyData, on va obliger tous les opérateurs télécoms à donner, et tous les opérateurs bancaires, à donner toutes les informations qu'elles ont sur leurs clients à leurs clients. Ça veut dire que demain, par exemple, moi je suis client de BNP Paribas, je vais obliger BNP Paribas sera obligé de me donner toutes les données me concernant, mon comportement et tout le risque lié à mon comportement en tant que client d'une banque, et je pourrais lancer un appel d'offres, voilà mon comportement. Je pourrais lancer un appel d'offres auprès d'autres banques, voilà, et BNP Paribas me coûte autant par an, combien par rapport à mon comportement vous coûteriez, etc. On peut imaginer des tas de choses autour du VRM. Donc est-ce que cette révolution client qu'on voit émerger aujourd'hui,
avec l'importance des avis de consommateurs, etc., l'importance du buzz, l'importance des réseaux sociaux dans la puissance ou l'image d'une marque, est-ce que tout ça va pas également aller jusqu'au VRM? Moi, j'en sais rien, c'est de la prospective, mais c'est vrai que c'est des choses qu'il faut regarder. Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'éditeur de cette perspective de tous devenir des directeurs des achats de nos propres besoins? En tant que consommateur, ça pourrait être sympa. Non, moi je vais pas faire autant de prospective, mais ce qui est certain, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, quand on a parlé de one-to-one, il y avait un gros one émetteur et un tout petit one récepteur. Aujourd'hui, les récepteurs, ils sont de plus en plus nombreux, ils sont de plus en plus en communauté, mais il y a autre chose. C'est que pendant des années, c'est la marque qui a décidé à quel moment, par quel canal et avec quel message elle allait communiquer avec ses clients, voire ses prospects. Alors aujourd'hui, sans aller complètement dans la tendance inverse, qui est d'aller, c'est le début du chemin vers le VRM, c'est quand même de plus en plus le consommateur qui décide quand, comment, par quel canal il va rentrer en communication. Et une des grosses difficultés que l'on voit dans les directions de CRM aujourd'hui, c'est d'être capable intelligemment de conserver cette orchestration multicanale sortante et de prendre tout ce qui est entrant et de réagir. Pourquoi c'est difficile? Parce que la réaction, dans certains cas, elle doit être temps réel. Et donc la difficulté, c'est de dire je sais plein de choses, j'envoie déjà de l'information, mais il y a mon client qui vient de plus en plus par lui-même quand il veut. Et là, il va falloir trouver, et moi je ne parle pas d'opposition du CRM versus le VRM, mais je parle beaucoup plus d'un équilibre dans la relation entre une marque et ses consommateurs. Et il va falloir que les systèmes s'adaptent à ça, parce que, et si on ajoute à ça la mobilité, la demande de réponse des consommateurs, elle est de plus en plus instantanée. Voilà. Donc moi, je dirais plus qu'il va y avoir un équilibre. C'est un peu la démarche de Doc Scholl, hein, qui est un expert aussi du CRM. Et l'idée pour lui, évidemment, c'est bien de faire en sorte qu'aujourd'hui, il y a une espèce il y a un pouvoir énorme de la part des marques, par toutes les données qu'elles cumulent, qu'elles exploitent ou pas, hein, d'ailleurs, mais en tout cas qu'elles pourraient exploiter pour aller très très loin dans la persuasion. Lui, il tient pas à ce qu'il y ait un renversement, mais qui est davantage d'équilibre. C'est pour ça qu'il parle le titre de son livre, hein, c'est l'économie de l'intention. C'est de passer d'un modèle de l'économie de l'attention, dans lequel on est, c'est le modèle publicitaire, où l'idée c'est de capter l'attention des consommateurs, à un modèle de l'intention, ce sont les consommateurs qui donnent leur intention d'achat, hein, et les marques, du coup, qui rencontrent ces intentions d'achat, et qui, au travers de différents modèles, pourront optimiser, entre guillemets, les attentes et la satisfaction des consommateurs. Et on voit autre chose aussi, c'est qu'on parlait tout à l'heure de l'acceptation des données qu'on veut bien donner à une marque. On voit actuellement un mouvement qui est en train de changer un peu le comportement des consommateurs. Il est clair que quand on était en mode push complet, la réaction du consommateur était quelque part défensive. On voit, c'est vrai dans les nouvelles générations, mais pas seulement, que lorsqu'il y a une interaction intelligente en temps réel et que le consommateur voit un intérêt, la tendance est en train de s'inverser, c'est-à-dire qu'il accepte de donner de plus en plus d'informations dès lors où il a la perception que le service et la valeur qui lui sont rendus sont véritablement des réponses à ses vraies attentes à lui. Et ça c'est un mouvement qui commence à s'amorcer et je crois qu'il continuera parce que et là on pourra mesurer le vrai succès des programmes CRM. Parce qu'ils seront arrivés à ce fameux équilibre. Je voudrais, je suis peut-être un peu être provocatrice, ouais. hein, mais c'est gentil les clients, mais c'est très paradoxal. Et les théories, il y en a plein les bouquins, et il y en a des belles idées. Il faut faire attention aux clients, faut être gentil avec lui, faut être beau, faut être prêt tous les jours à répondre 24 heures sur 24, machin. On s'aperçoit quand même que dans la réalité des choses, et quand on peut mesurer les choses, quand ils disent qu'ils veulent pas de recevoir de mails trop souvent, etc., on s'aperçoit qu'économiquement, les résultats sont meilleurs si on met un peu plus de pression que si on n'en met pas. Quand on fait des techniques traditionnelles... comment ? À court terme, mais... Enfin, je veux dire, j'ai travaillé avec la VBC il y a quelques années, c'était pareil. Vous faisiez les mailings les plus moches, c'était ceux qui marchaient le mieux. Il y a un moment donné où il y a une vraie différence. Plus il est administratif, plus il ressemble à une lettre des impôts, plus il fonctionne.
Il y a un certain nombre de choses comme ça qui restent. Alors vous allez me dire, ça va changer. Oui, mais en attendant, quand vous mesurez les choses, eh ben, vous avez des résultats et vous allez faire un truc plus moche. Il y a quelqu'un qui ne va pas être content dans la boîte, mais ça fait rien. Économiquement, le résultat est là. Donc le paradoxe du consommateur, c'est tous les jours qu'on le voit. Ah ben oui. C'est qu'il y a que ça qui marche. Il y a une étude qui est parue il y a 5 ans sur la pression émélique par Madonna Michaud. Oui. Ouais. À la Sorbonne, elle a démontré que la pression émélique fonctionnait très bien à partir du moment où le ciblage était Et bon. pointu. Bah oui. Voilà. Donc c'est juste ce que vous dites, il n'y a pas de révolution. Ah mais j'ai jamais dit qu'il y avait de révolution, j'ai dit tout à l'heure qu'on était dans une constante évolution. La qualité d'un ciblage fera toujours le résultat. Simplement, toutes les nouvelles données que l'on a vont petit à petit faire en sorte que les ciblages seront meilleurs et meilleurs. Mais fondamentalement, moi je vais vous parler en tant qu'éditeur, les techniques stats qu'il y a derrière, c'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est simplement la data sur laquelle on travaille qui est différente, mais les techniques, globalement, sont restées les mêmes. Les capacités de traitement ont changé. Ce que vous disiez sur les vitesses de traitement et autres. Voilà, Ces techniques-là permettent d'avoir des éléments complets beaucoup plus rapides qu'avant. La rapidité permet de faire beaucoup plus de tests qu'auparavant. Ça, c'est une évidence. En fait, pour répondre à la question de la révolution, évidemment que mieux on connaît les attentes, plus on va loin dans le profil, plus on aura des résultats performants. Et l'étude de Michaud le montre bien, où effectivement, moi je suis fan, de voitures, je suis d'accord pour recevoir 10 mails par jour de la part de Ferrari. Par contre, je déteste les cosmétiques. Si Yves Rocher ou Sephora m'envoient un seul mail par semaine, ça va m'embêter. Donc évidemment, il y a ça. La révolution, elle n'est pas là. Elle est dans le fait déjà qu'aujourd'hui, il y a peu de marques qui ciblent réellement. Et malheureusement, je suis bien placé pour le savoir. On va très très loin. Dans ce qu'on peut faire, mais on ne fait pas forcément grand-chose pour des raisons de budget, pour des raisons d'organisation, etc. Donc ça, c'est un premier aspect. D'autre part, l'idée quand même, avec cette révolution, entre guillemets, qui est en cours, c'est un changement de logique, c'est un changement presque de sociétal. Hein, et l'idée, c'est bien que le consommateur, il veut se réapproprier ce profilage, il veut se réapproprier ces données. Il y a des lois qui vont l'obliger. Regardez ce qui est en train de se passer au niveau de la communauté européenne ou de la CNIL, qui va même aller jusqu'à optimiser les cookies en France. Enfin, c'est complètement délirant. Ça veut dire que demain, on ne pourra même pas faire ce profilage et faire ce ciblage. Si demain, les cookies, on a un opt-in sur un cookies marketing comportemental en France, c'est juste la catastrophe pour nous, marketeurs, et pour les annonceurs. Donc, il y a un mouvement sociétal quand même avec des signaux faibles qu'il faut regarder et qui peuvent entraîner la société assez loin dans cette révolution qu'on va devoir gérer d'une manière ou d'une autre. Si le cookies est interdit, si demain, parce que c'est des sujets en discussion, le marketing direct postal est également soumis à l'opt-in, c'est des discussions en ce moment à la CE. S'il y a toutes ces règles-là, eh bien, on devra bien imaginer effectivement un marketing ciblé qui va fonctionner sur d'autres logiques, plus sur du pull que sur du push, que les logiques actuelles. Donc c'est juste ça. Je voudrais juste apporter une petite précision statistique. Est-ce qu'il n'y aurait pas une décorrélation complète entre la vitesse à laquelle on capte l'information et l'évolution du client, d'accord ? Et la deuxième chose, la lenteur avec laquelle l'entreprise est capable de s'adapter à cette relation client. Parce que, pour avoir écouté un certain nombre de jours, j'ai été aux APC de la Poste. Merci Boris. Parce que, Sans dire que c'est vous qui les pilote. un jour, j'étais aux APC de la Poste et on avait écouté le patron des Échos et il avait amené une information qui était très intéressante. Pourquoi un certain nombre de journaux ne veulent pas mettre les articles sur le net? C'est parce qu'un grand journaliste peut s'apercevoir que son article n'est quasiment pas lu. Donc on va pouvoir dénombrer. Alors si je reprends maintenant ma fameuse décorrélation, on capte de plus en plus de signaux du client
qui, au final, de toute façon, il achète ou il n'achète pas. Si ça lui plaît, s'il trouve, il achète, etc. Maintenant, l'entreprise n'est pas capable aujourd'hui de s'adapter à un rythme marketing qui se raccourcit. Le deuxième élément, c'est que dans les entreprises, les directions marketing ou les directions CRM et autres ont peut-être du mal à pouvoir être évaluées sur des résultats de campagne qui ne seraient peut-être pas conformes à l'intention qu'ils ont. Donc je dis simplement, peut-être qu'il y a des phénomènes de décorrélation et que ça nécessite peut-être un autre état d'esprit dans l'entreprise. Ce qui est certain, c'est que le temps, mais ça c'est un peu ce que vous évoquiez tout à l'heure avec la vélocité, le temps va devenir un facteur clé dans le marketing de demain. On va aller vers un marketing en temps réel, hein, vers un marketing synchronisé, comme le dit Marco Tidelli, hein, avec un très bon livre également. Donc du coup, ça modifie complètement la manière dont sont organisés et les services marketing et les entreprises, et même le profil des gens qu'on va recruter dans les entreprises, que ce soit chez l'annonceur ou en agence. Nous, chez ETO, on a 10 data miners, donc on recrute de plus en plus de gens qui savent manier du chiffre, et c'est des profils qui, aujourd'hui, effectivement, ne sont pas forcément formés. C'est pas facile de recruter, c'est des gens qui sont chers, les écoles, là, faut peut-être, et les universités, il y a de la recherche, mais il y a aussi des cursus à mettre en place. Absolument. Mais il y a malgré tout une question qui est l'articulation avec le temps long. Tout à l'heure, on parlait du temps long pour construire la fidélisation, etc. Il y a aussi le temps de la construction des marques. Et la construction, me semble-t-il, d'une image de marque, on ne peut pas la penser uniquement dans l'idée quel est le résultat de toutes les interactions qu'il va y avoir sur le terrain ou tous les points de contact, etc. Il y a les deux éléments, malgré tout. Il y a un temps long et un temps court. Et la gestion des deux est un sujet. C'est long de construire une marque. Par contre, aujourd'hui, une marque peut très rapidement être détruite, entre guillemets. Donc il y a du temps long et du temps court, et c'est la gestion de ces deux temps qui est effectivement complexe. Et si on lit l'expérience, et la marque forte, par exemple, c'est vrai que de plus en plus, si on compare la communication, par exemple, et l'expérience explique de plus en plus d'associations à la marque. Ça monte, ça. Et ce qu'on voit aussi, pour parler de temps court, c'est que 60% des associations à la marque qui sont liées à l'expérience sont créées lors de la première fois. La première rencontre avec la marque. Alors ça, je dis 60% sur un terrain qu'on a validé. Il ne faut pas généraliser, je ne peux pas encore le généraliser. Mais n'empêche que la grande majorité des associations à la marque, elles sont faites la première fois. Sur la première expérience. Il ne faut pas se rater la première fois. Voilà. Et cette expérience, elle peut se faire sur Internet, elle peut se faire à la télé, mais elle peut aussi se faire en magasin. Hein, et d'où l'intérêt de mobiliser la totalité de l'entreprise vers cette satisfaction et cette première expérience. Bah oui. C'est prouvé, c'est tout. C'est 9 mois, 12 mois, 18 mois. Et on se dit, l'espace de temps client, et je reprends tout à l'heure la personne de Télétech qui disait qu'on était dans un espace de temps marketing à 3 mois, mais au moment où ils ont tout délivré, on se retrouve à 18 mois, mais où sont passés les clients? Et le temps qu'ils redéploient à nouveau, on reprend encore 12 à 18 mois. Il y a quelque chose qui ne va pas, on est dans un système qui est devenu fou, et sur lequel il y a peut-être d'autres paradigmes qu'il faut modifier à l'intérieur des entreprises.